Alexandre Michelin, merci de nous recevoir chez vous. Vous avez un parcours riche et varié, couronné par plusieurs prix. Parlez-nous un peu de votre parcours. Mon père travaillait pour la coopération française. Mes parents ont passé leur vie professionnelle, mon père en tout cas de professeur, de chercheur au Mali et ensuite au Tchad. Et donc moi je suis né au Mali, ils y vivaient depuis les années 60. Et donc moi je suis né en 64. Et j'ai passé mon enfance en Afrique. Et donc les Maliens nous appelaient des Toubaboufi, c'est-à-dire des faux blancs. Parce qu'on était un peu bronzés ou carrément noirs, et en même temps on vivait et on était dans le monde des blancs. Donc on était des faux blancs. Donc, enfant, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Vous vous êtes senti à la fois, vous êtes senti différent? Je pense que quand on est enfant, on enregistre tout, sans forcément faire de nuances. Et puis on vit les choses comme elles se présentent. Étant des Antillais, on allait régulièrement aux Antilles. On venait, à l'époque c'était par bateau, régulièrement en France métropolitaine, soit pour passer des vacances, soit pour aller au Havre et reprendre un bateau pour aller aux Antilles. Donc c'était, je pense, une vie déjà globalisée, sans le savoir. Et on peut même dire que c'est pour beaucoup d'Antillais ou même beaucoup d'Américains une espèce de fantasme, quoi, le retour aux racines africaines. Moi, je suis presque un rastaman. C'est-à-dire que je suis né en Afrique en étant un Antillais, donc un enfant de la diaspora, de l'esclavage, du métissage. Et je suis né à Bamako. J'ai jamais réfléchi vraiment à cette histoire, parce que je pense qu'elle fait partie de moi. Et puis ensuite, la rupture, mon père est décédé quand j'avais 12 ans, donc à ce moment-là, on est arrivé vivre en France, en banlieue parisienne, avec ma mère. Et donc là, je me suis effectivement retrouvé dans le monde de la banlieue, avec toutes les populations qui vivent en banlieue, c'était en banlieue ouest à Nanterre. Et donc là, j'ai appris un peu la diversité française. Donc je connaissais la diversité du monde, mais j'ai appris la diversité française en banlieue. L'histoire de la diversité, ça m'est un peu tombé dessus parce qu'en fait, on vous fait comprendre, quand vous êtes, en plus, mon père était prof de lettres, donc on vous fait comprendre que vous représentez quelque chose d'autre. Moi, j'étais plutôt un bon élève. Et puis vous vous rendez bien compte que dans le système éducatif ou dans le système social, ça compte. Donc vous maîtrisez les codes. Et vous vous rendez compte que vous envoyez aussi un message ou un signal qui n'est pas forcément le signal classique. Et quand on était en Afrique, c'était très riche parce qu'on écoutait de la musique cubaine, parce que le Mali était une république socialiste. Il y avait toutes les histoires qu'on connaît de la musique africaine, de la musique afro-cubaine, qui est un mélange des influences des Caraïbes avec les influences africaines, mais à travers de la musique cubaine. Donc ça, je l'ai vécu très naturellement. Et j'ai aussi vécu très naturellement la complexité des relations qu'il y a en Afrique par les ethnies, qui sont, on dit l'Afrique, mais en réalité, il y a une multitude de langues, une multitude d'ethnies, qui ont des histoires très différentes, extraordinairement riches. Donc, disons que ça oblige à pas avoir un regard simple, ça oblige à avoir, disons, une attention aux détails. Et moi, je suis parti avec un bagage où je suis toujours sidéré de voir à quel point, si vous voulez, il y a des gens très grégaires en France, qui sont nés à un endroit, qui sont des vrais Parisiens depuis plusieurs générations, où leur objectif ou leur destination en vacances, c'est une destination que toute leur famille pratique depuis des dizaines d'années. Moi, ça m'est totalement étranger, si je veux dire. Parce que j'ai eu cette chance de voyager beaucoup, puis après d'arriver dans ce monde franco-français. Et les images, peut-être une manière pour pouvoir justement faire la comparaison, pour mémoriser les choses. Mais j'ai jamais réfléchi particulièrement. Et après, je voulais être journaliste, donc j'ai fait des études de sciences politiques. Et puis je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était plutôt le fait d'être dans un média. Et j'ai construit mon parcours professionnel à travers le média. Alors, justement, à travers votre parcours professionnel, que vous avez senti, comment dire, des obstacles, des plafonds de verre, comme une image qu'on accole aussi aux femmes qui souhaitent... Alors, je dirais oui. Est-ce que oui et non. Vous avez des responsabilités importantes, vous étiez chef de programme, non? Oui, alors oui et non. Oui, il y a eu des plafonds de verre. Et puis j'avais une autre qualité, je crois, c'est que je ne les voyais pas. C'est-à-dire que... C'est la meilleure des défenses. Oui, c'est-à-dire, comme vous savez, on dit qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont myopes, en fait, donc ils ne voient pas les caméras. Quand elles sont sur eux, ils n'ont pas le trac. Moi, je pense que je ne voyais absolument pas l'obstacle, par force ou par éducation.
Et puis, je les ai rencontrés quand même, les plafonds. Mais ça ne m'a jamais préoccupé. C'est-à-dire que j'ai une éducation où j'ai contourné les obstacles, parce que, par exemple, j'avais décidé de faire de la télé. Toutes les portes traditionnelles de la télé étaient occupées par des gens qui avaient, comment dire, en France, du piston, de relations. Mais moi, en fait, comme j'aimais l'innovation, c'était bien parce que j'allais là où il n'y avait personne. Donc j'ai été dans le câble, là où l'industrie du câble était désertique. Et puis quand ça s'est mis à fleurir, c'est devenu un peu plus comme une oasis, là on a vu arriver les traditionnels, et moi j'étais là depuis longtemps. Et donc j'ai grandi avec ces médias nouveaux. J'ai toujours été dans des médias nouveaux parce que ça m'amusait, et aussi parce que j'avais de la place. Et une fois que vous avez grandi à un certain niveau, vous pouvez échanger contre des postes. Et c'est là où j'ai vu les plafonds verts. C'est-à-dire que, à compétence égale, je n'avais pas les mêmes postes, ou même à compétence supérieure, il fallait que je sois, pas bon, exceptionnel pour m'imposer. Et c'est là où vous voyez qu'il y a des médiocres qui passent là où vous ne passez pas, systématiquement. Parce que ça arrive souvent que la vie, c'est pas forcément juste. Mais quand c'est systématique, on dit tiens, c'est marrant, il y a le plafond là, je le sens. Mais comme d'habitude, on ne le voit pas. Et par du goût et puis par tempérament, j'ai contourné les obstacles. Je suis parti de Paris Première, j'étais à Canal+. À Canal+, j'étais sur la direction des programmes internationaux. Après, je suis parti sur Satellite. Quand Canal+ a été racheté par Vivendi et contrôlé par Vivendi, je suis parti dans le service public. Mais j'avais déjà cette aura d'avoir été Paris Première, puis Canal+, donc j'ai été patron des programmes de France 5. Et puis quand j'étais à France 5 et que ça s'est très bien passé, et que là aussi j'ai touché un plafond, parce que j'avais la meilleure chaîne, meilleure audience, on avait gagné cet Emmy Award, et la semaine d'après, on s'est tous fait virer. Et ça c'est la loi du genre des médias. C'est particulièrement vrai dans mon cas, parce que j'étais le seul patron de chaîne qui ne soit pas gaulois. Et donc, dans mon cas, c'était un peu une espèce de double peine. C'est-à-dire que les gens disaient, c'est incroyable, les associations de diversité, tout ça, c'est incroyable. On devrait te protéger. On devrait dire, il y en a qu'un, rien à faire. Et c'est là où vous voyez les réseaux, c'est là où vous voyez le côté très, finalement, obtus de notre système de décision, et la médiocrité aussi de ceux qui le dirigent. Justement, la place qui était la vôtre, qui est toujours aussi la vôtre, puisque vous êtes toujours actif dans les médias, qu'observez-vous de cette... vous l'avez vécu vous, mais comment elle se vérifie aussi sur les chaînes elles-mêmes, au niveau de la représentation des contenus, notamment En fait, ça vérifie très simplement si les contenus sont aussi monocolores. C'est parce que les gens qui décident sont monocolores. Si les contenus n'ont pas de profondeur sur toutes les questions de société, c'est parce que les gens qui décident n'ont pas de vécu social. Si vous regardez une fiction française et qu'ils habitent tous dans des appartements comme des bobos, c'est que les scénaristes, finalement, leur rêve, le fantasme qu'ils projettent, c'est le fantasme des bobos, c'est des bobos eux-mêmes. Et donc, vous êtes dans un cercle qui se reproduit. Certains le qualifient de vicieux, parce qu'en fait, il n'évolue pas avec le monde. Et je pense qu'avant, c'était assez masqué, parce que le monde ne venait pas à vous. Vous n'aviez pas accès à une comparaison. Aujourd'hui, là où c'est très cruel pour notre système, qui est un peu villageois, finalement, c'est que le reste du monde va à toute vitesse. Et vous avez accès aux programmes ou aux produits du reste du monde. C'est comme si vous aviez l'habitude d'aller tout le temps dans la même épicerie, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive avec une super épicerie à côté qui vous propose des produits qui sont pas de chez vous. C'est bon, ces produits, on ne les connaissait pas. Et donc le consommateur, lui, il est prêt. Il est curieux de la nouveauté. Les jeunes, tout le monde cherche des choses nouvelles, mais les décideurs sont enfermés dans des schémas ou dans des jeux d'intérêts croisés qui font qu'ils restent toujours entre eux. Bien, alors justement, vous êtes président de cette commission de diversité. Je l'étais jusqu'à hier. Vous donnez, donc vous pouvez ex-président, donc vous pouvez avoir un peu de recul et peut-être avoir une plus de liberté de parole. Alors, quel a été votre mandat et à quoi qu'avez-vous observé de ce poste d'observation? D'abord, l'origine, c'était que cette commission était née en 2006, après les émeutes. Le président Chirac a dit qu'il fallait, à l'instigation d'un certain nombre d'associations de diversité, qu'il fallait essayer de faire changer la perception et les représentations. Donc il a annoncé qu'il y avait 10 millions d'euros qui étaient consacrés à cette action.
et puis les institutions, le CNC et l'accès, mais avant ça s'appelait le FACILD, ont oui. décidé de mettre se mettre en commun des fonds Mhm. pour aider tous les programmes pour faire une accélération. Donc, on a réussi, je vais faire un papier, vous pouvez le trouver sur Medium, je l'ai posté ce matin un peu rapidement, mais on a réussi à faire bouger un peu les lignes. C'est-à-dire qu'on a poussé, accompagné l'émergence d'un certain nombre de réalisateurs, d'auteurs, d'acteurs. On a en gros investi une trentaine de millions d'euros sur 10 ans, où il y a eu vraiment, si vous voulez, des films qui ont eu beaucoup de succès, des documentaires, qui sont, il y a un impact. Oui. En tout cas sur la création et le volume. Là où on a Combien il y a eu à peu près 1000 ou 1500 œuvres qui ont été créées. Depuis 10 ans. Voilà, depuis 10 ans, il y a un livre qui est au CNC, qui sera disponible au CNC, qui s'appelle Le cinéma au pluriel, qui vous montre ce qui a été fait et comment ça a été fait. Mais là où on se rend compte qu'il y a toujours des goulots d'étranglement, c'est d'abord dans le système administratif, qui est des institutions qui tournent entre elles, et puis dans les diffuseurs, chez les diffuseurs. Autant le cinéma a réussi à trouver, si vous voulez, un public, souvent jeune, qui considère que ces programmes sont des programmes de qualité et qui marchent, qui gagnent de l'argent, qui sont continués. Mais les diffuseurs de télévision, les mêmes qui achètent les séries américaines, par exemple, rechignent ou n'osent pas inclure dans leur programmation toutes les populations qui font la population française. Vous avez de manière exceptionnelle un noir, un arabe, qui a toujours, comme disait Azouz Begag, l'arabe qui cache la forêt. Toujours, il y a toujours en haut une, ah mais j'en ai un. Et puis derrière, c'est le désert. Mais justement, il y a plusieurs chaînes qui s'organisent, notamment, et des groupes de création qui ont adopté la charte de la diversité dans le cadre de l'URSE. Votre sentiment? On bute sur un problème très simple en France, c'est que vous n'avez pas les moyens statistiques de mesurer. La question de la mesure. C'est comme si on avait dit qu'on faisait la parité, mais qu'on ne voulait pas compter combien il y avait d'hommes et combien il y avait de femmes. Ça aurait été absurde. Et bien pourtant, sur la diversité, c'est ce qu'on fait. On dit, on s'engage sur la diversité, mais on ne mesure pas parce que ce serait contraire à la Constitution. Ce qui est contraire à la Constitution, c'est l'inégalité. Ce qui est contraire à la Constitution, c'est que ce soit toujours les enfants des mêmes arrondissements parisiens qui sont tous dans les mêmes rédactions parce qu'ils sont tous dans les mêmes écoles. C'est ça qui est contraire à la Constitution et à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Mais on dit, ah oui, mais le dernier fichier statistique qui a été fait, c'était le fichier des Juifs sous... Et donc, on ne veut pas refaire ça. Moyennant quoi, on n'a pas d'outils statistiques puissants, simples, qui permettent de mesurer l'action. Du coup, l'action, elle est comment dire, de l'ordre de l'acupuncture, alors qu'on a des besoins qui sont de l'ordre de la chirurgie. On fait des petites piqûres d'épingle en disant ça va améliorer l'état général du malade. Et alors que la situation telle qu'on la voit, dans la violence, malheureusement, elle est sur plus que des problèmes de représentation. Donc c'est un échec. Moi je crois que le deuxième élément qui devrait faire changer les choses, c'est la volonté. Si vous n'avez pas de mesure, il faudrait de la volonté. Constat, il n'y a pas de volonté, ni politique, à part le moment des élections, ni de ceux qui dirigent, de faire vraiment bouger les choses. Parce que c'est pas très compliqué. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut imposer, c'est pas compliqué. Mais justement, ça renvoie à la discrimination positive, notamment, même plus généralement, aux moyens induits par la discrimination positive. Et on sait que la discrimination positive est aussi une manifestation d'une forme de communautarisme. Mais aujourd'hui, vous savez quel est le communautarisme dont on souffre? C'est le communautarisme des élites. C'est-à-dire qu'il y a 95% des Français. Vous êtes entièrement. Mais malheureusement, on a fait. Non. C'est-à-dire que moi je suis en apparence dans les élites, mais dans la réalité, si j'étais dans les élites, je pourrais me reproduire comme elles le font. Je ne peux pas me reproduire comme elles font entre elles. Pourquoi? Parce que la réalité minoritaire. Manifestement. Je n'ai pas de. Comment dire? Je vais vous donner un autre exemple. J'arrive chez Microsoft, je suis patron de la France, et puis ensuite on me promeut directeur général de l'Europe. Ça m'est jamais arrivé dans une entreprise française.
Ouais. Et pourquoi? Alors, je demande il y a un journaliste français qui vient m'interroger et me dit, mais tu connaissais qui? Ah, Il me demande pas si j'ai réussi et si c'est mes résultats. Il pense immédiatement à la que c'est mon réseau. Ah oui, Thomas. Ah ouais. Et c'est ça le cœur du Ouais. système Ouais. inégal. Ça devrait être votre performance. Oui. Mais là, c'est le statut qui. Alors, Et donc, oui. derrière, pourquoi il n'y a pas de volonté? Parce que les gens sont pris dans des logiques de statut. Oui. Et que, ayant fait des écoles, étant sortis à 25 ans Oui. avec un statut, Oui. et non pas un rang ou une performance, Ouais, toute leur vie, ils ont un statut. oui, c'est un peu monarchique. Et c'est carrément une société de classe, Oui. au sens aristocratique du Ouais. terme. C'est-à-dire que vous avez eu une qualité Oui. que vous gardez de votre naissance dans cette qualité jusqu'à votre mort. Et c'est totalement l'inverse Mais du monde dans lequel on est. Mais cette qualité est liée à la au système méritocratique d'une certaine façon. De moins en moins. Puisque malheureusement, ça. la sociologie a démontré que si vous êtes un enfant de quelqu'un, ouais. vous avez plus de chances Bien de sûr. réussir les examens, de réussir les concours. Donc, Et deuxièmement, la vous avez science plus de sociale chances. est grippée Non, mais vous avez non seulement plus de chances sociologiques, Oui. C'est éducatif. c'est toute la théorie. mais vos parents, si jamais par hasard vous êtes moins bon, vos parents vont compenser parce qu'ils ont des amis oui, ou un qui peuvent réseau qui vont vous accompagner. Donc c'est la double peine pour ceux qui n'ont pas accès. Donc il y a une volonté politique, il y a presque une révolution culturelle à faire. Non? Je pense qu'elle se fait, parce Oui. qu'il y a des gens, heureusement, de bonne volonté et qui font bouger à leur niveau. Oui. Moi, j'ai toujours trouvé des gens qui m'ont ouvert les portes. Un professeur à la Sorbonne, un professeur à Sciences Po, des gens dans les entreprises qui vous disent non, mais peut-être tu devrais faire ce stage-là, parce que c'est le stage que toi tu pourras grandir à l'intérieur. Vous trouverez toujours une main tendue. C'est pour ça que la société est quand même huilée malgré tout. Oui. Mais là où ça pose un problème, c'est que vous n'êtes qu'une exception. Je ne devrais plus être une exception. Alors, c'est plus généralement toute la culture politique française, quelque part, qui est questionnée par la diversité culturelle. Comment, à travers l'État-nation, à travers le modèle qui est né ici, l'État-nation est né ici, on voit les bouleversements auxquels on assiste à travers la mondialisation, comment à la fois combiner les vertus de l'un et les avantages de l'autre. C'est un peu, si on veut utiliser, puisque ça s'oppose, l'Europe au niveau de l'Union européenne notamment. Comment, vous qui avez quand même, vous avez un parcours en Sciences Po, vous avez une vision politique, clairement. Comment vous voyez la situation évoluer? Il faut revenir à la République romaine. La République romaine, c'était un modèle de république pour les aristocrates. Les autres étaient des esclaves. Oui. Donc c'était la République des aristocrates. Oui, C'était pas tous les citoyens. Absolument. Donc on a voulu on a affiché la République pour tous les citoyens. La réalité, c'est qu'on est toujours dans la République romaine, avec un certain nombre de, entre guillemets, aristocrates. Alors, le système est plus complexe qu'à cette époque-là, parce qu'il y a le jeu économique et le jeu culturel. Moi, je pense que la France, sous peine de régression, n'a pas d'autre choix que de s'adapter à ce monde-là. Pourquoi elle a un risque de régression? Parce qu'elle perd de la vitesse là où les autres en prennent. Parce que le changement d'échelle dans le monde fait que les 60 millions de Français, avec leur État-nation, ils sont une province, en fait. Ils ne sont plus une nation qui a eu la prétention impériale. La France a Napoléon, Bonaparte, général de la République française, se fait couronner empereur. Voilà, la France, République, fait un empire colonial. Affiché empire colonial français. Républicain. Oui, c'est la contradiction. Et donc, aujourd'hui, qu'il n'y a plus cet empire, la transformation, elle est inéluctable. Sinon, elle sera une province d'autres empires. Vous voyez des pistes, c'est quand même, vous êtes à un poste d'observation. Moi, j'essaie de faire tout ce que je peux à mon échelle pour que les choses évoluent. Donc, vous voyez, il y a une formation de cette
international des élites. Moi, j'essaie de donner à ma fille, une éducation internationale. C'est pour ça qu'à 4h30, elle va aller faire son test d'anglais. Et puis, si elle peut parler le mandarin, je suis ravi pour elle qu'elle parle le mandarin, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit enfermée dans la problématique gauloise. Oui. Quand bien même elle a un peu de gaulois en elle, oui. Elle a aussi de l'africain, elle a aussi de l'antillais, elle a aussi de l'espagnol, de l'arabe. Elle doit être à l'échelle du monde. Oui. Et en étant à l'échelle du monde, elle ne résoudra pas le problème de la France, mais elle va essayer de se trouver une voie personnelle. On a là les accents, les échos de glissant. Mais oui, parce qu'il faut changer d'échelle, il faut considérer qu'effectivement on est dans un archipel, et que dans cet archipel, c'est une petite île, la France, c'est Tuamotu ou Wallis, c'est pas le centre du monde. Et une fois qu'on a accepté ça, on peut donner à ceux qui nous entourent ou à soi-même, si vous voulez, un mode de guidage et de retrouver une liberté pour nous et pour la génération qui viendra après. Au fond, mes parents sont nés aux Antilles, moi je suis né en Afrique, ma fille peut-être qu'elle fera des enfants en Asie. Et au fond, peut-être que c'est une meilleure solution si la France n'est pas en mesure ou ne veut pas. Parce que ce que moi j'ai constaté, c'est qu'il y a les deux. Il y a une difficulté des institutions à accepter l'altérité, parce qu'elles sont perclues de rhumatisme et l'altérité leur fait mal. Et il y a aussi un refus, assez consciemment exprimé, de l'évolution du monde. On le voit dans le vote extrémiste des deux côtés. On le voit dans le refus, si vous voulez, d'avoir des incarnations qui ne soient pas des incarnations identitaires venues du passé. Quand Barack Obama a été élu aux États-Unis, ça a été un coup de tonnerre, parce que ce n'était pas pensable, même pour les Noirs américains. Est-ce que vous imaginez que quelque chose comme ça serait possible en France en 2017, quelques années, alors qu'il a été élu et réélu aux États-Unis? Malheureusement, vous imaginez un auteur comme Michel Houellebecq qui fait une science-fiction pour faire peur sur l'arrivée de quelqu'un qui serait un élément extérieur au système et qui vend des milliers de livres sur la peur de cette utopie qu'il a inventée. Ça en dit long sur l'absence de volonté que ça arrive. C'était exactement l'inverse qui s'est passé aux États-Unis. Vous avez une série sur la Fox où il y avait un président noir. On n'arrive même pas à imaginer ça en France. Donc on en est très très loin. Il y a peut-être un refus de la France, un repli sur elle-même. Des représentations imaginaires. On est dans l'imaginaire. Et bien l'imaginaire dit quelque chose que la réalité reflète. Et donc pour les enfants, pour ma fille, pour tous ceux qui viendront, il faudra qu'ils puissent voyager. Elle ne va pas rester là, et tant mieux. La monnaie qu'elle rendra à la France, même si elle aura une belle éducation, peut-être une vie agréable en France, eh ben, elle la rendra de l'étranger où elle sera partie. Et donc, c'est une perte pour la France, à un moment donné. Mais on ne va pas forcer non plus un pays qui ne veut pas. Il faut que par lui-même, il trouve ses ressources dans le monde, et puis il faut qu'il attire plutôt qu'il repousse. Est-ce que justement une nouvelle technologie, un nouvel environnement numérique peut-il favoriser ce changement de représentation en fait qui est le absolument, plus de notre... absolument. Moi je pense que les nouvelles technologies, elles peuvent accélérer les deux. Elles peuvent accélérer le repli, parce que vous voyez sur les nouvelles technologies le pire du monde, le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, la violence, le terrorisme. C'est sur les nouvelles technologies. Absolument. Ça n'a jamais été aussi puissant. Et l'inverse, c'est-à-dire que, ça c'est la vision de Mark Zuckerberg, qui dit tout le temps « The world is on the trajectory to be more open ». C'est vrai aussi. J'ai rencontré des gens sur Internet, et des gens avec lesquels je discute aujourd'hui, qui étaient mes anciens collègues de chez Microsoft, avec lesquels je discute, pas quotidiennement, mais de temps en temps. Quand on y pense, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il est possible de mettre en place une politique publique de la diversité culturelle? Si les pouvoirs publics en question ne sont pas enfermés dans les héritages des nations. Vous parlez de l'État-nation, faites un cours d'histoire d'Europe en comparant la façon de raconter les histoires des Français et des Anglais. L'école internationale à Paris, là, ils font venir, pour les études, pour les élèves, ils leur font la Révolution française racontée par l'éducation nationale, et puis ils font venir des profs anglais
qui raconte la Révolution française vue par les Anglais à l'époque. Ou l'horreur. On a coupé la tête du roi sur la place de la Concorde, qui est la naissance de la République en France, et pour l'Angleterre, c'est une honte inhumaine. Merci Alexandre. C'est moi. J'espère qu'on pourra continuer la discussion. Oui, j'espère aussi, parce que c'est mon souhait le plus vite, parce qu'en fait...